Quelle est votre idée principale de l'entreprise 2.0? Qu'aimeriez-vous mettre en avant? Entreprise 2.0, c'est le nouveau modèle de l'entreprise, c'est la nouvelle version de l'entreprise, et dans laquelle les technologies jouent un rôle, mais pas forcément la culture, plein de choses jouent un rôle. Et ce qui me paraît très important de mettre en avant sur cette question-là, c'est la nécessité, l'obligation, l'impératif de réfléchir et d'aller et de mettre en œuvre ces nouveaux modèles d'organisation pour plus de création de valeur. J'ajouterais que c'est, en plus de ce qu'a dit Richard, c'est la réponse de l'entreprise à des transformations beaucoup plus profondes, des transformations industrielles, des transformations des marchés, qui font que les modèles de création de valeur et de création de valeur ajoutée vont complètement se transformer. On n'essaye pas de collaborer mieux ou différemment ou de partager de l'information pour le plaisir de le faire. C'est que c'est simplement un critère de survie et d'efficacité dans l'économie telle qu'elle est en train de se transformer rapidement et dramatiquement tous les jours. La notion d'entreprise 2.0 est-elle implantée en France déjà? Et où on est pour le moment? La notion d'entreprise 2.0 aujourd'hui chez les professionnels français et chez les praticiens, et dans l'entreprise, elle est implantée, elle est là, elle existe. Maintenant, est-ce que tout le monde met la même chose derrière le terme entreprise 2.0? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Effectivement, tout le monde, à mon avis, ne voit pas la même chose. Mais c'est un concept qui est là, qui est présent. Pas encore, je pense, pour le grand public, mais pour l'entreprise, oui. Je pense que oui, et d'ailleurs, dans ma capacité de responsable de l'Institut de l'entreprise 2.0 dans une business school importante en France, à Grenoble, montre bien que c'est un sujet important. Prise en compte par les entreprises, d'une certaine façon, comme on le dit, beaucoup de gens perçoivent que c'est important sans savoir vraiment ce que c'est. Je crois que c'est ça la situation. Et d'ailleurs, l'enquête que nous venons de lancer, avec l'appui, dans le cadre de l'Institut, avec l'appui de Danone et de Nextmanality sur l'état de l'art de l'entreprise 2.0 en France, et que nous montrerons les premiers résultats où Entreprise 2.0 Summit, montre bien que c'est un vrai sujet. Il y a des réflexions, il y a des préoccupations. L'enjeu, c'est comment on le fait et vers où on va aller. Et comme le disait Bertrand tout à l'heure, c'est finalement la transformation de l'entreprise dans un monde qui est un monde 2.0, c'est-à-dire le nouveau monde, c'est-à-dire le next monde. C'est de ça dont il s'agit. Ce que je comprends de l'approche française de l'entreprise 2.0 et qu'elle tourne beaucoup autour des réseaux sociaux d'entreprise. Êtes-vous d'accord? Je pense qu'il y a deux axes. D'abord, effectivement, la culture française est une culture sociale. C'est vrai que toute la démarche vers ce qu'on appelle le social business est réellement là, qu'il y a finalement deux actions, deux axes qui touchent finalement l'efficacité collective dans l'entreprise de demain. C'est l'efficacité collective, c'est le rapport au contenu et aux personnes. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a un focus assez fort sur la mise en place des logiques de réseaux sociaux, mais aussi d'une articulation nouvelle entre contenu et personne. C'est un défi, c'est un enjeu fort, et on voit bien que s'inventent finalement en ce moment ces dispositifs finalement conversationnels dans une économie qui est celle des talents, et dans une économie où il faut maîtriser la complexité. Je pense quand même que c'est vrai, il y a une surreprésentation de la dimension réseau social d'entreprise dans la pensée, dans la réflexion et les plans entreprise 2.0 en France. On doit repenser l'entreprise et il y a, alors on peut l'expliquer de différentes manières, la recherche de la facilité, l'espérance d'une baguette magique ou je ne sais pas, mais une tendance à dire au lieu de réinventer l'entreprise, réinventons les outils et l'entreprise suivra. Les deux s'auto-influencent, les deux se construisent ensemble, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une surreprésentation de la dimension réseau social où on se dit entreprise 2.0, c'est une entreprise qui utilise un réseau social. Donc commençons par le réseau social et après on verra. Ce qui peut expliquer d'ailleurs certains résultats, des fois pour le moins aléatoires qu'on peut constater. Je crois que pour complémenter,
Dans l'ouvrage de d'Yves Cazot, Process et Entreprise 2.0, que j'ai eu l'honneur de préfacer, on voit bien que l'enjeu et une caractéristique, c'est comment on va équilibrer les logiques de processus et les logiques finalement de transformation collaborative. Et là, le réseau social ne doit pas être pris comme un outil, et je crois que c'est ça qui est important, et effectivement, il peut y avoir une dérive en France. Ce n'est pas un problème d'outillage, c'est un problème de comprendre comment on va finalement réfléchir à mieux travailler autrement et ensemble. On regarde les processus et les réseaux sociaux. N'y a-t-il pas des risques avec une focus sur les réseaux sociaux définis avec des networking efficaces, avec des gens qui socialisent entre eux plutôt qu'utiliser les outils pour mieux travailler? C'est un vrai risque, mais d'ailleurs on le voit quand on entend certaines critiques qui s'élèvent, où sont les résultats, on a beaucoup essayé. On dit c'est important, il faut connecter les individus, on les a connectés à l'information, on les a connectés entre eux, et quelque part on a oublié quelque chose, c'était de les connecter à leur travail. Les connecter à leur travail, c'est dans deux sens. C'est ramener toute l'interaction sociale dans le flux de travail. Aujourd'hui, dans encore beaucoup de cas, lorsqu'on parle d'outils, il y a les outils de travail traditionnels et le réseau social à côté, on top. En plus, ce qui rend l'utilisateur complètement schizophrénique et ça l'aide pas à utiliser deux outils. Mais également la question de connecter les individus à leur travail par le sens, par des logiques d'engagement qui sont, on le voit bien encore aujourd'hui, les chiffres qui sortent, les salariés sont plus motivés, croient plus en leur entreprise, ne sont plus engagés. Donc c'est vrai qu'on a peut-être une tendance à vouloir faire trop dans le communautaire, le social, rapprocher les gens entre eux, et en oubliant complètement que le collaborateur, le salarié en entreprise, avant d'être un internaute ou d'être quelqu'un de normal, c'est un salarié, il est dans le contexte de l'entreprise, il a une mission, il a des choses à faire. Et il est impératif de remettre tout ça dans la perspective du travail et de la mission qu'il doit effectuer. Je crois qu'il y a un principe de réalité. Effectivement, c'est grosso modo, le travail devient de plus en plus un travail, ce qu'on appelle tacite, c'est-à-dire où il faut donner la capacité finalement aux employés en power, comme on dit, de pouvoir résoudre vite et bien des problèmes de façon rapide, multiple. Et pour ça, résoudre des problèmes, c'est quoi? C'est mettre en contexte et en performance de l'information multiple et riche média, donc articuler bien le contenu et les gens, lui permettre à cette personne aussi de savoir qui c'est quoi. Donc c'est important, l'annuaire riche est important, et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont importants. Être dans un environnement de valeurs particulier, de culture qui joue bien. C'est parce qu'il faut de la confiance, de la transparence, de l'autonomie, etc. Et puis, il faut effectivement de la mesure, au sens des KPI, et pour qu'il y ait de l'efficacité. Donc, très clairement, on voit bien que les trois volets à aborder dans cette nouvelle forme d'entreprise, c'est à la fois une réflexion sur des éléments de culture, on vient de l'évoquer, des éléments qui touchent l'organisation, les procédures et le travail, quelle est la mission, et aujourd'hui, je dirais, et si on regarde les dernières approches, la mission devient finalement l'enjeu et même le management de la personne, et puis les technologies. Et on est sur finalement un pilotage d'une coévolution commune de ces trois choses, et c'est ça le défi des organisations, parce qu'à un moment donné, il faut créer de la valeur, il faut être dans de l'innovation de service, il faut agir finalement dans l'agilité au sens résoudre vite et bien le problème. Alors, donc, relier les réseautages et la collaboration sociale autour des business process, c'est les obstacles clés pour Entreprise 2.0? Je pense que l'enjeu, c'est comment, dans un monde où il y a vitesse, où il y a multiplication d'exceptions pour résoudre les problèmes, les logiques de RP et de processus ne sont pas forcément les plus adaptées. Il faut mettre de la conversation dans les processus. Et donc mettre de la conversation dans le processus, c'est finalement inventer des nouveaux dispositifs. Avant, les exceptions dans les processus et dans le modèle ERP devenaient finalement paramétrables et intégrées dans les ERP. Maintenant, on n'a plus le temps puisque grosso modo, ça change tout le temps. Donc vitesse et exception et complexité, plus conversation avec les parties prenantes, les fournisseurs, les clients, les employés, tout ça, nécessite finalement une approche multiple, complexe,
et dans lequel il ne faut pas se focuser sur les réseaux sociaux, sur le RP, sur etc., sur les wikis, sur les blogs, etc. On est sur des technologies sociales qui deviennent des technologies culturelles et de l'esprit, des infrastructures nouvelles d'efficacité de l'entreprise. Est-ce que finalement ces médias sociaux, au sens large, et je ne parle pas de réseau social, ces nouvelles technologies qui vont articuler contenu et personnes, est-ce que ça va être finalement la nouvelle génération des ERP du XXIe siècle? C'est la question qu'on peut se poser. La question, c'est que, quand Richard parlait des ERP, l'ERP était un outil parfait dans un monde où tout était prévisible, réplicable, et où on savait exactement, à la virgule près, ce à quoi demain allait être fait. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des transformations des modèles économiques. C'est parce qu'on comprend que même l'industrie traditionnelle devient et crée sa valeur ajoutée sur le service. Lorsqu'on comprend qu'on rentre dans une ère où donc on valorise le service et où la matière première devient la connaissance, et qu'on comprend donc que la valeur se crée différemment dans un contexte complexe, dans un contexte sans cesse évolutif, on se rend compte que pour répondre à ça, l'entreprise également se transforme, qu'elle le veuille ou pas, elle est attirée par le centre de gravité du marché, et l'entreprise devient naturellement et logiquement une machine à produire de l'aléa. Aujourd'hui, l'entreprise produit de l'aléa au lieu de produire de la certitude. Et il faut qu'elle s'adapte. Et ces processus aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'un processus est toujours quelque chose de rigide, d'immuable. Un processus peut et doit aujourd'hui, pour être efficace et pilotable, doit justement devenir agile. Et pour en revenir à la question posée Richard, aujourd'hui, de plus en plus exécuter un processus, ça va être comment gérer des exceptions, comment prendre des décisions, comment résoudre des problèmes, sans avoir à demander l'autorisation de 25 personnes au-dessus de soi, non seulement parce que ça n'est plus possible, et parce qu'on n'a plus le temps. On est très souvent maintenant en situation, on est en face du client, dans l'industrie du service. Et on dit, le client est en face de vous, dit je veux une solution à mon problème maintenant. Comment on fait? C'est des questions d'empowerment de salariés et des dispositifs de résolution de problèmes collectifs au sein de l'exécution de processus qui ont besoin de points de flexibilité. Voilà. Alors, la communauté entreprise des euros à Paris est très active et très connectée. Alors, est-ce que Paris devient la capitale des zéros en Europe? Soyons modestes. Je crois que ce qui est important de voir, c'est que probablement aujourd'hui, il y a une réflexion globale qui touche finalement des éléments de transformation. Alors, la France a toujours été révolutionnaire, disons-nous. On n'est pas dans la révolution, on est dans l'évolution douce, on n'est pas dans le soir, on est dans les séries de petits matins. Mais c'est vrai qu'on est sur un shift dans lequel l'accélération convergence des technologies, les transformations des modèles économiques, le développement durable, tout ça, ça nous emmène ailleurs. Et probablement, il y a ce que j'appellerais un terreau ou un biotope français, et je ne veux pas dire, et j'ai basé à Grenoble, dans lequel on voit bien que une logique technologique, une culture technologique, une culture sociale, une culture conceptuelle forte, une culture orientée vers le résultat, une capacité d'innovation, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais l'innovation et tout ça, je dirais, c'est la matrice de tout ça, c'est l'innovation permanente, probablement interpelle plus et donne finalement un terreau favorable à ce qui est des réflexions utiles, pertinentes, pour inventer un monde nouveau. Parce que c'est de ça dont il s'agit, et probablement, je dirais, le fond culturel, le fond d'intelligence, le fond de concept, le fond de cette convergence, une forte puissance technologique, une économie numérique en pleine explosion, beaucoup de choses qui se passent, une compréhension forte d'un certain nombre de choses, un terreau de grandes entreprises multinationales qui ont besoin d'avancer avec ces questions-là, favorise probablement ce que j'appellerais au moins un mouvement fort en France sur le sujet. Alors, qu'ajouter après ce qu'a dit Richard? Alors, je ne sais pas si Paris est en train de devenir la place forte du 2.0 en Europe. En tout cas, si ça en donne l'impression depuis l'extérieur, on ne va pas s'en plaindre. Je pense qu'on tire, comme disait Richard, les fruits de peut-être certaines spécificités, qui est une culture de la contestation. On aime bien remettre quand même
en cause les modèles, on est très fort là-dessus, de la côté très conceptuel, donc qui est très utile pour réinventer des nouvelles manières de faire. Une culture, un mix entre une culture, on n'est pas vraiment on n'est pas des anglo-saxons, mais on n'est pas des purs latins non plus. On est un peu dans une machine, une culture un peu, je dirais, un peu complexe. Et puis, donc ça joue énormément. On tire peut-être également l'avantage d'un de nos gros défauts, qui est une centralisation excessive, mais qui permet à un moment donné, c'est vrai qu'à Paris, on a les sièges des grandes entreprises, on a les enseignants, on a, bon, à part Grenoble qui est à quelques kilomètres, mais un réseau d'infrastructures justement qui fait également qu'on peut se déplacer, qu'on peut bouger très vite, mais qui fait que les gens sont présents physiquement à un endroit. Ce qui fait, en tout cas, que pour démarrer, c'est beaucoup plus simple pour qu'il y ait de la friction et de la conversation. Et le dernier point, c'est une culture, on n'en parle peut-être pas assez souvent, et on est peut-être un peu trop dans l'autoflagellation là-dessus. Une culture, technologiquement, on a un bon background, je dirais, techno, on a des startups qui fonctionnent, on a des choses qui se créent, des choses qui marchent en permanence, on a des dispositifs de support de l'innovation qui finalement fonctionnent pas si mal que ça, quand on voit même le nombre d'éditeurs français et étrangers qui installent leur labo de recherche en France et qui y investissent beaucoup. Donc finalement, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que à trouver que l'herbe est plus verte ailleurs, et finalement on a quand même quelques atouts, des atouts qu'il va falloir transformer. C'est bien d'initier les choses et de pouvoir transformer, mais finalement c'est vrai qu'on s'en sort pas aussi mal qu'on aimerait, qu'on aime souvent le dire. Oui, puis regarde, le web qui a eu lieu début décembre était quand même une expérience tout à fait passionnante. Il y a une matrice, il y a un bouillonnement et une ambition. Je pense qu'effectivement, il y a un projet porté notamment par toute une nouvelle génération, par un certain nombre d'acteurs qui sont dans des startups dynamiques, qui veulent être les acteurs de cette transformation nouvelle, de la création d'un monde nouveau, je dirais d'une révolution douce, qui est celle de la marche en avant vers réinventer finalement les modèles de création de valeur, les modèles de travail, travailler autrement, manager autrement, et en sortant des modèles anglo-saxons qui trouvent leurs limites, en réfléchissant effectivement à inventer quelque chose et dans lequel il y a une hybridité nécessaire. Et je crois que l'Europe, c'est ça qui est probablement notre chance, est déjà un système complexe, est un système hybride, est une approche pluriculturelle, et est un formidable, je dirais, terrain d'expérimentation sur ces questions-là. Alors, vous êtes tous les deux très impliqués dans l'entreprise Zero Summit, et nous avons bien préparé la conférence avec l'écosystème français depuis les mois d'octobre au travers des meetups. Qu'est-ce que vous avez en retiré? Je vais enchaîner sur ta question précédente. Ce que j'en ai retiré, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'envie. Peut-être que nous qui sommes dans ce milieu-là en permanence, on a peut-être tendance à trouver ça normal et à se dire que les choses fonctionnent, puis peut-être jamais assez bien, et jamais assez fort, et jamais assez vite. Et en réunissant tout cet écosystème, donc on a fait 4 événements, on se rend compte que oui, c'est un écosystème qui vit, c'est un écosystème qui a envie d'avancer ensemble, c'est un écosystème qui se pose des questions, qui a envie de trouver des réponses, c'est un écosystème très partageur, où on retrouve, au-delà d'ailleurs des clivages business, on retrouve certaines valeurs dites de zéro ou sociales. C'est toujours intéressant et je dirais fort sympathique de voir dans le même endroit des gens qui sont peut-être dans la vie de tous les jours des concurrents, et de les voir discuter par rapport à un enjeu, un intérêt commun, à oublier que demain matin ils seront en face sur le marché, mais de se dire on croit dans la même chose, il faut qu'on le porte ensemble. Donc voilà, c'est cette énergie, cet intérêt, qui m'a le plus frappé. Ce que je retire de ce travail qui a été fait, et merci à toi Björn d'avoir été un peu à la fois l'animateur et aussi le constructeur, l'architecte plutôt de cette affaire, je crois qu'il y a une réalité. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'il faut inventer collectivement quelque chose parce qu'on est dans l'incertitude, et en même temps nous sommes acteurs de cette transformation.
Et les meet-up ont été finalement des dispositifs, des moyens de faire en sorte que des gens avaient compris que quelque part, même s'ils étaient concurrents, ils pouvaient partager, ils devaient partager, parce que on ne peut bâtir un monde de demain et l'inventer et proposer des solutions concrètes et opérationnelles. Et convaincre qu'elles sont performantes, et convaincre qu'elles sont utiles, et montrer que quelque part elles donnent du résultat, et le résultat attendu à la fois en termes de business, mais aussi par les gens, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, il faut retrouver le sens. L'enjeu aujourd'hui de l'organisation, c'est comment on va passer subtilement de cette logique du résultat et de financiarisation exacerbée à une logique du devenir et du sens. Et dans ce mouvement particulier qui est en train de se dessiner, tout le travail qui a été fait au cours de ces meet-up nous a mis le doigt à la fois sur la nécessité d'aller vite et sur les moyens pour y arriver. Et je crois que c'est une belle réussite. J'espère que le summit, et j'en suis même convaincu, sera l'occasion de cristalliser tout ça. Merci.